Je profite de l'installation des supports pour vous présenter très brièvement les trois intervenants. Flore Gubert, qui est économiste de l'IRD et spécialiste de l'Afrique, que j'ai le plaisir de rencontrer déjà dans des colloques consacrés à la question migration et environnement, migration et changement climatique, qui interviendra en premier. Marion Tissier-Raffarin, qui est de l'Université de Bordeaux, juriste. Je n'ai pas de lien de filiation avec lui. Excusez-moi, la politique française nous fascine tellement, vu depuis la Suisse, qu'on a comme ça des termes qui viennent tout seuls. Excusez-moi, Marion Tissier-Raffarin, bien sûr. Et Stéphane Calins, qui est économiste de l'Université d'Artois. Je leur laisserai la parole successivement et puis ensuite nous aurons une discussion générale. Merci Étienne et merci pour cette invitation. Alors c'est difficile de passer après toi, tu as fait un exposé tellement clair et brillant que je vais essayer d'être au niveau, mais sans garantie de succès. J'ai fait le choix de faire vraiment un panorama d'abord très succinct et puis simplement qui rappelle un peu des grands, un peu l'état des lieux des migrations dans le monde. Le premier point, c'est le fait que la migration internationale, effectivement, on en parle beaucoup dans le débat public. Et quand on regarde les effectifs de migrants internationaux, on définit comme étant toutes les personnes qui vivent dans un pays autre que celui où elles sont nées, ce qui est la définition des Nations Unies. Bien certes, le nombre de migrants internationaux s'est considérablement accru, hein, si on prend les premiers chiffres depuis les années 60, on va dire, puisque leur nombre est passé de 93 millions à 167 entre 60 et 2000, 167 pardon. Mais la population mondiale a augmenté encore plus vite. Donc la part des migrants internationaux dans la population mondiale, elle est extrêmement stable et elle a même légèrement baissé sur cette période. Alors depuis 2000, c'est vrai que cette part, elle a un tout petit peu augmenté. On est à 3,5% aujourd'hui, donc c'est pas non plus révolutionnaire. Voilà. Et donc c'est ce que montre ce petit graphique. Vous avez dans les barres le nombre, les effectifs de migrants internationaux, d'accord, et puis la courbe en rouge, qui est donc la part de ces migrants internationaux dans la population mondiale. Donc ça, c'est le premier fait à bien avoir en tête. Le deuxième élément, alors ne prenez pas peur avec les graphiques, pour ceux qui ne sont pas très familiers de ce genre de graphique, mais c'est un graphique tout simple, qui montre simplement que les pays d'origine appartiennent en majorité à la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui envoient le plus de migrants internationaux, ce sont ceux qui sont dans une situation intermédiaire. Donc ni les plus pauvres ni les plus riches, et c'est la raison pour laquelle sur le graphique à gauche, qui est simplement une coupe, vous avez comme une courbe en cloche qui montre simplement la nature de la relation entre le niveau de développement des pays et l'intensité de l'émigration en provenance de ces pays. Et on voit que dans les pays très pauvres, qui ont un PIB par tête faible, le taux d'émigration est lui aussi faible, parce qu'il faut des ressources pour migrer. Donc il y a un rapprochement, une moindre distance et une mondialisation, mais il reste coûteux de partir à l'étranger. Et à mesure qu'un pays croît et se développe, il engendre davantage de mobilité. Et puis ensuite, on a un déclin de l'émigration à des stades ultérieurs de développement. Et ce graphique à gauche, qui est réalisé à partir de données en courbe, en fait, on le retrouve aussi, et c'est ce que montre le graphique de droite, où là, en fait, on observe exactement la même relation pour des mêmes pays, d'accord? Et c'est ça le sens de ces flèches, c'est qu'au sein d'un même pays, et en toute logique, un pays qui se développe, et là, vous avez des tas d'exemples sur les flèches, on retrouve cette relation en cloche entre le niveau de développement et l'immigration. Les conséquences de ces résultats, elles sont les suivantes, c'est que effectivement, même si les inégalités tendent à se creuser, il y a des classes moyennes qui se développent dans un grand nombre de pays,
qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup plus de pays d'émigration qu'on avait par le passé, dans les années 60. Voilà, parce qu'on a beaucoup plus de pays qui, en se développant, avec le développement d'une classe moyenne, sont en mesure de participer à la migration internationale, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. On retrouve exactement ce résultat sur ce graphique, d'accord, qui simplement décompose le nombre de migrants internationaux par niveau de revenus des pays d'origine. D'accord. Et donc, on voit bien que le plus grand nombre de migrants internationaux proviennent de pays à revenus intermédiaires. Pour finir, pour ce qui concerne l'origine des migrants, vous avez ici une répartition des migrants, cette fois-ci à la fois par région, donc c'est le code couleur que vous avez sur ce graphique, et puis par pays d'origine. La couleur bleue, qu'elle soit bleu clair ou bleu marine, en fait, représente les pays asiatiques. Et donc, vous voyez que à peu près un tiers des migrants internationaux sont originaires d'Asie. Ensuite, la couleur rose, c'est l'Europe. Donc, vous voyez qu'un quart des migrants internationaux sont originaires d'Europe. Et puis, vous voyez qu'une plus petite fraction provient d'Amérique latine, c'est la partie jaune du graphique, et d'Afrique, qui est la partie un peu mauve dans le graphique. Si l'on s'intéresse maintenant aux pays de destination des migrants internationaux, et je rejoins ce que disait Étienne tout à l'heure, ce sont les pays riches qui sont les principales destinations des migrants internationaux. Et là encore, sur ce graphique, vous avez une répartition des migrants internationaux par niveau de revenu des pays de destination, avec la courbe noire qui est le total, d'accord, en 2020 autour de 270 millions de migrants internationaux. Et puis vous voyez que la courbe en bleu, c'est le nombre de migrants internationaux qui sont dans un pays à revenus riches et donc qui sont très largement majoritaires. À nouveau le même graphique qui montre la répartition des migrants par région et pays de destination en 2020. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'Europe, donc c'est la partie rose du graphique, est la région qui accueille le plus de migrants internationaux, suivie de l'Amérique du Nord, donc la partie violette, on va dire, et la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui est la partie orange du graphique. Pour finir sur ces pays de destination, vous avez ici la liste des 10 pays qui accueillent le plus grand nombre de migrants internationaux en 2000, c'est la partie gauche du graphique, et en 2020. Et ces 10 pays, en fait, ils accueillent près de la moitié des migrants internationaux. Donc, on trouve en tête de liste les 2 années, mais ça n'a pas changé, donc les États-Unis. Et puis ensuite, le classement des pays a pu un peu changer, mais vous voyez qu'en 2020, le deuxième pays qui accueille le plus de migrants internationaux, c'est l'Allemagne, suivi de l'Arabie Saoudite, de la Fédération Russie, du Royaume-Uni, des Émirats, de la France, etc. Les migrations, elles sont souvent intra-régionales, c'est-à-dire que parmi les migrants internationaux, vous en avez beaucoup qui choisissent comme pays de destination un pays qui est dans la même région, sur le même continent. Et donc ce que vous avez sur ce graphique, et je crois que c'est très important de le souligner, la part des migrants intra-régionaux parmi l'ensemble des migrants internationaux par région d'origine. Alors à nouveau en 2 années, en 2000 et en 2020. Et vous voyez en particulier pour le cas de l'Afrique, 70% des migrants internationaux originaires d'Afrique résident dans un autre pays d'Afrique. D'accord ? Donc on est dans une migration qui reste majoritairement intracontinentale. C'est le cas aussi pour l'Europe. L'Europe, qui est donc une grande région d'accueil des migrants internationaux, en fait, accueille aussi beaucoup de migrants européens, intra-européens. Même si, évidemment, ce que nous a montré Étienne tout à l'heure souligne le fait que l'Europe accueille aussi des migrants extra-européens. Et là, c'est la même idée qui montre comment l'origine et la destination des migrants. Et donc, on retrouve bien cette idée d'une migration qui est majoritairement intracontinentale. Et puis ensuite, on voit comment se répartissent le reste, donc les migrants en fonction de leur région d'origine, pour ceux qui décideraient de sortir de leur région. Un dernier mot, et j'en aurai fini. Ça me semble important de le souligner, puisqu'on a parlé des pays riches tout à l'heure.
La migration aujourd'hui, c'est le seul moteur de la croissance démographique dans les pays à revenus élevés. Ce que vous avez sur ces 4 graphiques, c'est l'évolution de la population dans les pays à revenus élevés, à revenus intermédiaires et à revenus faibles. Et ce que montre le graphique en haut à gauche, c'est qu'aujourd'hui, la croissance de la population est uniquement permise grâce à l'apport de migrants, l'apport de la migration, puisque la croissance naturelle de la population, en fait, se traduit par le fait qu'on a en fait plus de décès que de naissances, hein, et donc on a un croît naturel qui est aujourd'hui négatif, hein, en termes de population. Et donc si la population des pays riches continue à croître, c'est grâce à l'apport en fait des migrants. Ce graphique montre exactement la même chose, donc c'est pour l'Union européenne, c'est l'évolution de la population par composante, donc ce sont des taux bruts annuels sur une période relativement longue qui va de 1960 à 2022. Vous voyez que si on ne comptait que sur le renouvellement des générations, hein, eh bien en fait on aurait une croissance de la population négative, puisqu'on a aujourd'hui plus de décès que de naissances, donc plus de personnes qui sortent de la population, si je peux dire les choses de cette façon-là, que de personnes qui y rentrent. Et donc ce qui explique que la population se stabilise, voire continue à croître légèrement, c'est par l'apport de la migration. Avec des situations qui sont très contrastées selon les pays, et là c'est un petit hommage à François qui n'est pas là aujourd'hui, mais ces graphiques viennent de lui. Vous avez 3 graphiques qui concernent la France, l'Allemagne et l'Espagne. Vous avez justement la part relative de la croissance de la population qui relève du taux d'accroissement migratoire. C'est ce qui apparaît en rouge sur ces graphiques. Et puis le taux d'accroissement naturel qui apparaît en bleu. Alors vous voyez que la France est dans une situation qui est moins critique que l'Allemagne et l'Espagne, qui, s'il n'y avait pas l'apport de la migration, verraient leur population diminuer depuis un certain nombre d'années. Voilà, j'ai fini avec tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flore. Bonjour à toutes et tous. Je remercie bien évidemment les organisateurs et organisatrices de ce congrès. Alors moi je suis maîtresse de conférence en droit public, donc je vais vous parler un petit peu de droit et de droit des migrations. Juste repartir d'un point de vue méthodologique, le droit c'est quoi? Le droit c'est réagir et répondre à des comportements humains pour essayer de les orienter et d'agir sur ces comportements humains, par de la base. Donc là, si on parle du droit des migrations, eh bien, cela a été très bien expliqué auparavant. On a plusieurs facteurs de migration qui vont pousser les gens à migrer et à quitter leur pays d'origine ou de résidence, que ces facteurs soient politiques, économiques et, on y viendra juste après, de plus en plus pour des raisons environnementales. Et donc, le droit des migrations, c'est de voir comment on va répondre à ces besoins de ces populations, comment vont s'élaborer ces règles et comment ces règles vont agir sur la mobilité des personnes, soit pour faciliter la circulation des mobilités humaines, soit au contraire pour les entraver. L'idée du droit, quand on fait de la recherche en droit, c'est de réfléchir sur le contenu des règles de droit, comment c'est écrit, de réfléchir comment ces règles de droit, même si le contenu n'évolue pas, peut avoir une interprétation qui, elle, va évoluer à travers le temps. On a déjà parlé de la Convention de Genève de 1951, on a bien une définition juridique qui date de 1951, mais son interprétation a beaucoup évolué de par la jurisprudence. On va aussi se poser la question comment les acteurs administratifs vont interpréter ces règles pour les mettre en application, essayer de déceler des distorsions entre l'objectif affiché et comment les acteurs administratifs l'appliquent. Et finalement, les conséquences concrètes sur les droits des personnes. On a beaucoup parlé plutôt de migration forcée, et donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ça va affecter les droits fondamentaux de ces personnes-là.
Alors, le cadre juridique des migrations, c'est un cadre juridique qui est extrêmement fragmenté. Je vais principalement parler des migrations plutôt sud-nord, mais on a aussi pas mal de recherches sur la recherche juridique sur les migrations sud-sud, et je mets à part la migration intra-européenne au sein de l'Union européenne, puisque là, il est écrit dans les traités fondamentaux de l'Union européenne un principe de libre circulation des citoyens européens qui est rattaché à la citoyenneté, c'est un droit fondamental. Et donc là, le droit va organiser la mobilité facilitée de ces personnes-là et de leurs familles, ce qui peut avoir pas mal de conséquences au sein de l'Union européenne sur qu'est-ce qu'on entend par une famille. Je mets ça de côté. Ensuite, au niveau international, en droit des migrations, on va avoir, pour simplifier, deux sous-branches du droit, le droit des migrations forcées et le droit des migrations volontaires. Ce qui n'est pas du tout un choix de ma part de parler de migration forcée ou de migration volontaire, parce que c'est largement controversé. Le droit va considérer que les migrations forcées, ce sont uniquement des migrations qui sont liées à des facteurs politiques, que les migrations qui sont liées à des facteurs économiques, comme être dans une situation de pauvreté, vouloir chercher à améliorer ses conditions de vie et ses ressources économiques, est considéré comme une migration volontaire. Ce qui est déjà une artificialisation un petit peu de la réalité des migrations, puisqu'on a quand même beaucoup de flux de migration qui sont complètement mixtes et inextricablement liés. Et donc là, la question c'est quelle branche du droit on va appliquer. Dans le droit des migrations forcées, on a un cadre juridique qui est extrêmement contraignant, qui est hérité du droit international et qui a été forgé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec, on vient d'en parler, principalement la Convention internationale de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Et donc là, on a un carcan juridique qui encadre fortement l'action des États et ce qu'ils voudraient faire. À l'inverse, pour le droit des migrations volontaires, cela ressort du principe de souveraineté des États, et donc là, les États, indépendamment, ont largement le choix de décider qui ils veulent faire rentrer sur leur territoire ou non. Et ça, c'est vraiment la discrétion des États. Là, ils sont beaucoup plus libres. Même si on repart du territoire européen, l'Union européenne essaye de plus en plus d'imposer un cadre juridique commun. Donc si on parle, d'abord je vais parler des migrations forcées, du droit, de cette première branche du droit. Donc on a un droit international et européen qui contraint les États. D'abord la Convention internationale de 1951 de Genève, qui va définir universellement ce qu'est un réfugié. Donc un réfugié, c'est une personne qui craint d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Voilà. Donc, dès lors qu'une personne remplit ces critères-là, elle peut prétendre au statut de réfugié. Dans cette convention internationale, on a aussi d'autres règles juridiques qui sont extrêmement importantes. Le principe de non-refoulement. Le fait qu'il est strictement interdit de refouler quiconque sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. La question, c'est à partir d'où on fait ce refoulement. Depuis des territoires géographiques de l'Europe, depuis la mer Méditerranée, depuis les eaux internationales, depuis les eaux libyennes. Voilà, ça c'est les questions de droit qu'on va se poser. On a aussi la directive qualification de l'Union européenne, qui est spécifique à l'Union européenne, qui, à côté du statut de réfugié, va créer une autre voie de protection qui est souvent méconnue, qui est la protection subsidiaire, qui va permettre à des personnes qui craignent de subir la peine de mort, des traitements inhumains et dégradants, ou des menaces graves et individuelles en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, d'obtenir aussi une protection qui est quasiment équivalente à celle du statut de réfugié. Alors vous allez me dire, c'est quoi vraiment la différence? La différence, c'est qu'on n'a pas besoin de prouver que nos persécutions, nos traitements inhumains sont liés à un motif. C'est ça qui est difficile à faire pour obtenir le statut de réfugié. Est-ce que c'est lié à un motif politique? Est-ce que c'est lié à une appartenance ethnique ou pas? Et l'avantage aussi de cette protection subsidiaire, c'est que si on fuit un conflit armé et des bombardements indiscriminés
sans que l'on soit ciblé parce qu'on est un opposant politique, parce qu'on appartient à une minorité ethnique, eh bien on va quand même pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Et ça, c'est vraiment spécifique à l'Europe. Et puis la dernière en date, la protection temporaire, une directive de 2001 que les États européens avaient l'ambition quand même d'abandonner dans les dernières réformes, mais on a eu le conflit russo-ukrainien. Et donc cette directive, qui était liée directement à la crise du Kosovo, a été de nouveau activée pour protéger les réfugiés ukrainiens, mais c'est une protection qui est seulement temporaire et accordée uniquement parce qu'on a la nationalité ukrainienne, pour faire simple. Pour l'instant, elle a été activée jusqu'à 2025. Alors, nos axes de recherche en droit des migrations forcées, eh bien, on va essayer d'étudier les règles de droit par rapport à beaucoup d'actualités, l'actualité migratoire, quelles sont les personnes, quels sont leurs motifs pour lesquels ils fuient. Alors, on a des conflits qui sont réapparus, l'Ukraine, le Darfour, le Haut-Karabakh. Est-ce que les règles de droit sont à même de protéger ces personnes-là? On a aussi beaucoup d'instabilité politique, donc d'essayer de voir si ces personnes qui demandent protection vont obtenir une protection. On a une actualité juridique assez foisonnante en ce moment. Donc, quand on est juriste, on travaille beaucoup sur ces nouveaux textes qui sont apparus dernièrement. La loi immigration du mois dernier. Et on a aussi le même mois eu le pacte européen sur la migration et l'asile qui vient réformer toutes les règles du droit de l'Union européenne sur la définition des protections, sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, sur les procédures de demande d'asile et sur le renforcement des politiques de retour pour ceux qui auraient été déboutés de leur asile. Alors, si on essaye de simplifier, aujourd'hui, les réglementations de l'Union européenne et des États, globalement, c'est d'essayer d'externaliser la politique d'asile et d'empêcher le plus loin possible ces demandeurs d'asile d'arriver jusque sur le territoire européen. Ça a été évoqué juste avant. Je vais juste prendre un exemple assez simple d'actualité. Nous avons l'Italie qui vient de signer un accord avec l'Albanie, qui vient d'être validé par la Cour constitutionnelle albanaise. En fait, tous les demandeurs d'asile qui vont être secourus en mer par des bateaux italiens dans la Méditerranée vont être directement débarqués dans 2 centres de détention qui vont être construits sur le territoire albanais pour que leur demande d'asile puisse être traitée là-bas. Alors pourquoi l'Albanie? Parce que l'Albanie ne fait pas partie de l'Union européenne, que c'est un pays candidat pour l'Union européenne. Donc ça nous donne quelques moyens de pression pour que l'Albanie accueille ces demandeurs d'asile que l'on ne voudrait pas. Et là, toute la question, c'est mais quel droit va s'appliquer là-bas? Est-ce que c'est le droit de l'Italie? Est-ce que c'est le droit albanais? Alors on a quelques sauvegardes, parce que l'Albanie fait partie de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on a quand même un socle commun de droits fondamentaux qu'on va pouvoir activer. Et la question, c'est sous quelle juridiction va être ces centres? Est-ce que c'est l'Italie avec des gardes italiens qui vont s'occuper de ces centres, ou est-ce que ce sont les Albanais? Et là, c'est pas le même droit qui va s'appliquer. On va faire la même chose, on signe des pactes avec la Turquie pour qu'ils empêchent les demandeurs d'asile qui franchissent pour arriver en Grèce, et c'est le droit turc qui s'applique là-bas. Sachant que la Turquie est certes signataire de la Convention de Genève, mais n'a pas levé les clauses géographiques. On va faire la même chose avec la Libye, on va vendre des bateaux, et on va demander aux gardes-côtes libyens de bloquer les demandeurs d'asile pour qu'ils n'arrivent surtout pas dans les eaux internationales, qu'ils restent dans les eaux libyennes, parce que si c'est un navire italien, même dans les eaux internationales, qui sauve des demandeurs d'asile, eh bien c'est sous la juridiction d'Italie, donc c'est le droit italien qui s'applique. Donc l'idée, c'est pour éviter d'avoir à appliquer les droits fondamentaux et la Convention de Genève, que fait-on? On met le plus loin possible. Donc on va le faire avec la Libye, on va le faire avec le Niger, et on se sert des accords de coopération et de développement pour leur donner de l'argent et pour faire de pression sur ces pays-là, que ce soit des pays d'origine ou des pays de transit. Je voulais aussi un petit peu parler, on a beaucoup parlé de migration forcée, mais parler un petit peu de migration légale. Alors la migration légale, ce serait quoi? Ce serait migrer pour d'autres raisons politiques. On a des voies d'entrée qui sont des droits des personnes, c'est notamment la migration familiale.
Voilà, à partir du moment où vous êtes marié, vous avez le droit à la vie privée et familiale qui va vous permettre d'obtenir un regroupement familial et de migrer légalement. Or, ces cas-là, jusqu'à maintenant, toutes les autres voies d'entrée légales ont été globalement fermées dans les années 70, ce qui fait que, entre le fait qu'on externalise la procédure d'asile, qu'on bloque tous les passages et qu'il n'y a pas d'autres voies d'entrée légales, vous comprenez pourquoi l'activité des passeurs est extrêmement lucrative et que, en fait, il n'y a pas d'autre choix pour rentrer en Europe. Mais je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'Union européenne est en train de constater qu'on a des besoins de main-d'œuvre, que la population est très vieillissante, qu'il y a une course internationale, qu'on va dire, au talent, attirer des grands chercheurs, attirer des travailleurs hautement qualifiés, etc. Et donc là, l'Union européenne, peut-être à rebours un petit peu de l'opinion publique actuelle, se pose la question de réouvrir certaines voies d'entrée légale, et c'est assez méconnu. Les États de l'Union européenne sont un petit peu, bien évidemment, réticents, mais en même temps, dans la dernière loi immigration, on a bien vu qu'on avait des besoins en France de médecins étrangers et qu'il fallait peut-être ouvrir une voie légale pour favoriser l'octroi de plein droit de carte de séjour à ces médecins étrangers pour faire vivre l'hôpital français. Alors jusqu'à maintenant, l'Union européenne l'ambition de créer un code de l'immigration légal. Ça n'a pas du tout fonctionné, les États n'étaient pas du tout d'accord. Alors pour l'instant, on a quand même des approches très fragmentées qui se développent, les travailleurs saisonniers, les travailleurs hautement qualifiés, les étudiants, les chercheurs internationaux, etc. Donc on est un petit peu en train d'essayer de trouver des règles communes pour favoriser ces entrées légales. Et tout l'enjeu juridique, en fait, c'est que ensuite, une fois que, par exemple, vous avez un chercheur international qui est rentré en France, il est rentré sur le territoire de l'Union européenne où c'est un principe de libre circulation. Est-ce que ces étrangers qui sont rentrés par un État membre vont avoir ensuite un droit à la mobilité intra-européenne, ce qui suppose que tous les États membres se mettent quand même d'accord et qu'ils autorisent que celui qui a été rentré chez le voisin puisse lui aussi rentrer sur son territoire. Et donc là, on est en train d'émerger une nouvelle branche du droit qu'on va appeler le droit transnational administratif, et ça fait partie des nouveaux enjeux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. La migration climatique, et donc il y a deux aspects tout de suite importants. Ça va de bas en haut, on aspire à monter, et ça va du sec au mouillé. Alors que les schémas de déplacement standards qui valent, c'est plutôt ce qu'on appelle des schémas héliotropiques, c'est-à-dire ce qu'on cherche, c'est la mer et le soleil. J'ai été convoqué donc par la région Hauts-de-France qui s'est alarmée du fait qu'elle perdait 5000 habitants sur le littoral. Je ne sais plus, c'était par an. Vous avez eu des interviews de personnes, dire, moi j'ai demandé que ma maison soit détruite, puisque ça fait la 3e inondation que j'ai. Et je demande que j'ai une politique d'accompagnement par rapport à cette situation. Et donc vous allez avoir comme ça des formes d'aléas. D'abord une distribution d'aléas qui va être tout à fait différente de la distribution que vous avez présentée, dont on voit là un peu les conséquences. C'est-à-dire que si vous avez un modèle qui est plutôt un modèle basé sur le risque politique, je dirais les distributions des crises migratoires, ça va être des crises politiques, donc ça va vous faire ce qu'on voit très bien dans votre courbe, ça fait des pointes, quoi. Il y a des crises, oui, il y a eu la Syrie, etc., vous avez des crises comme ça, et ça vous fait une courbe de type truc à pointe. Le changement climatique, c'est un phénomène sourd, lent. Si on interviewe dans les migrants, on va voir où il n'y a jamais une explication unifactoriel d'un facteur qui est un facteur, très souvent un facteur sécheresse. Il faut avoir des entretiens avec les différentes personnes et s'apercevoir qu'effectivement il y a une situation particulière qui est liée à la sécheresse. En Mauritanie, l'avis de sécheresse c'est au bout de 3 ans. Donc en Bretagne, l'avis de sécheresse c'est au bout de 15 jours. Vous avez une nouvelle polarisation de l'espace.
L'Arabie Saoudite, c'est donc un pays d'accueil parce que voilà, pour des raisons de migration, un peu de richesse, etc. Mais il y a des enquêtes spécifiques sur est-ce que vous allez bouger pour des raisons climatiques, etc. Et le premier pays qui répond, là pour le coup, ce sont les autochtones de l'Arabie Saoudite qui disent on va tout de suite en Suisse. Si vous avez une rente pétrolière, vous n'avez pas de problème pour vous déplacer et éventuellement de faire un petit séjour en Suisse. Troisième aspect aussi, les catégories forcées, volontaires, ça va être un peu largement perturbé par les situations de migration climatique. Donc les politiques spécifiques pour réguler les migrations en règle générale, on fait ce qu'on appelle des filets sociaux dans l'espace européen. Et bien sûr, réciproquement, le fait qu'il y a eu surtout dans la période de 2010-2015 plutôt une désagrégation de l'espace social européen, ça a joué plutôt en négatif vis-à-vis des migrations internes et ça a donné le problème du Brexit, puisque c'est lié au fameux plombier polonais. Un nom associé à ce premier type de filet social, je dirais un peu ancien, c'est Gunnar Myrdal, qui était vous savez, l'économiste spécialisé dans les États-providence. Si on regarde l'histoire de l'État-providence suédois, pourquoi il s'est constitué, on le voit parce que il y avait un gros problème, c'était que tout le monde partait de la Suède dans les années 30, tout le monde allait aux États-Unis à cause attiré par les salaires bien supérieurs, et donc un filet social de type État-providence qui se crée pour que les personnes soient suffisamment satisfaites au point de vue du bien-être pour se contenter d'un salaire moindre et rester en Suède dans les années de l'entre-deux-guerres. Donc ça, vous avez une première notion de filet social. Si on veut concevoir un filet social par rapport à des problèmes de migration climatique, on voit que l'outillage va être un peu différent. Par exemple, on va voir, dans cette revue littérature, on voit des conceptions un peu standards de filet social, et ça ne joue pas tellement c'est neutre, en quelque sorte, par rapport aux besoins spécifiques de la migration climatique. Et si on définit en quelque sorte un système particulier par rapport à ces problèmes de migration climatique, pour moi, les migrations climatiques, précisent une chose. D'une part, tout le monde est concerné. Même à une distance raisonnable du littoral, peuvent être concernés par des problèmes liés au changement climatique. D'autre part, il y a quelque chose qui est très particulier par rapport à la migration climatique, qui rappelle que nous ne devons pas être trop enracinés. Donc le problème numéro 1, c'est que les comportements humains sont trop casaniers, je peux dire, par rapport à ces situations de péril immédiat pour des zones submersibles, pour des zones avec des facteurs de risque qui sont extrêmement importants. Les personnes, les premières réactions, ça va être casser OTA, le plan de risque qui a été fait, etc. Alors que le plan de risque est tout à fait bon. Donc il y a une question d'apprentissage social, de créer des communautés qui puissent se rendre compte quand même de l'importance des risques, et puis aussi puissent être dans une situation d'autodétermination, de choix qui soient des choix consentis, parce que ce qui se passe très souvent, c'est bien sûr, ça se termine au bulldozer, quoi. Les autorités en ont ras-le-bol et ils rasent tout. Et les gens se retrouvent sans rien, puisque de toute façon, c'est des migrants climatiques, donc juridiquement, ils sont inexistants. De même, cette inexistence, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour cette inexistence. Vous regardez les affaires agricoles présentes en France, vous voyez par exemple qu'il y a des plans d'arrachage dans le Bordelais. Il y a des subventions qui ont été données, mais les demandes d'agriculteurs sont bien supérieures à la cagnotte de base, et par conséquent, donc, il y a des demandes qui ne sont absolument pas satisfaites, des demandes qui peuvent se traduire dans des mouvements de type un peu poujadiste, parce que il y a une inexistence d'une politique migratoire qui soit adaptée, qui soit mise à jour sur des concepts propres au phénomène de migration climatique. Alors j'appartiens à un laboratoire CNRS qui s'appelle LEM,
Et on a des équipes qui ont travaillé d'abord sur un premier bouquin qui s'appelle justement Migration et changement climatique. On vient de récidiver sur un bouquin qui s'appelle Renaissance africaine. On essaye de faire une synthèse sur des expériences passées avec des péjorations climatiques plutôt de faible ampleur et essayer de rechercher aussi dans la préhistoire en fait des péjorations climatiques de large ampleur pour essayer de voir quels sont les effets quand c'est de faible ampleur, quels sont les effets de large ampleur, puisque déjà on a dépassé le cadre habituel des péjorations climatiques de faible ampleur. Pour nous, l'événement de référence, c'est le petit âge glaciaire qui a 350 ans, et donc pourquoi cette référence, comment elle joue ici par rapport à aujourd'hui, l'extension du vignoble bordelais, c'est l'extension vers le sud, c'est à l'époque du petit âge glaciaire. Bien sûr, maintenant on arrache, on a un phénomène d'arrachement, on a des fortes demandes des vignerons pour arracher. Bien sûr, c'est dans le sens, et donc le vignoble se réduit, et il y a une demande très forte, une surprise d'ailleurs, puisque il y a une demande très forte des vignerons d'arracher. Et il n'y a pas les subventions, ça n'existe pas. Donc notre travail, qui a d'abord été une démarche d'histoire globale, c'est essayer de faire que cette histoire globale climatique, on puisse la raccorder à des travaux de paléoclimatologie, de paléoanthropologie, qui permettent de nous expliquer comment les sociétés humaines réagissent, alors pour des petites variations, ça on sait, pour des grandes variations, ça on sait pas. On a donné un nom pour les risques systémiques, c'est les risques d'effondrement. Donc vous avez des ruptures de série, dans une série chronologique, on a des creux comme ça, des choses qui s'effondrent. Et quand on a des phases d'innovation systématique, on a des renaissances. Donc savoir exactement. Donc il y avait un travail de Jacques Boudy sur environ 2000 ans et sur l'Eurasie. Et le travail donc on vient de finir, c'est une extension de ces travaux d'histoire globale climatique à nos propres démarches qui sont constituées des séries chronologiques très longues qui permettent d'expliquer les variations des cultures en relation avec les changements climatiques, ceci dans une histoire en fait de l'humanité. Merci beaucoup.